L'Olympique de Marseille vient d'officialiser la signature d'Adrien Rabiot en ce mardi 17 septembre. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui pour notre premier épisode de Dans la Zone en IRL, en plateau. On en a fait déjà à distance. Là, c'est un peu une petite consécration au bout de 3 épisodes. Donc, n'hésitez pas, en ce début de vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à vous abonner à notre Spotify et sur l'ensemble des plateformes de streaming pour nous soutenir. Et je suis aujourd'hui entouré de deux chroniqueurs que vous avez l'habitude de voir depuis un certain moment. Je pense que vous êtes un peu stressés comme moi parce que c'est la première. Il y a des Samy, comment ça va les gars? Écoute, plaisir de se retrouver en vrai. En plus, c'est la première fois qu'on se voit, donc Ouais, c'est une petite découverte IRL, oui, mais je pense aussi. on se connaît déjà, Ouais. c'est une vraie découverte. Il y en a un autre qui va découvrir autre chose. On commence par une première transition frauduleuse. C'est Adrien Rabiot qui va vraiment découvrir l'Olympique de Marseille dans les prochaines semaines. Après avoir affronté l'Olympique de Marseille avec le Paris Saint-Germain, on sait que beaucoup de gens en ont parlé, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans les grands médias. Adrien Rabiot il a été accueilli d'une manière exceptionnelle hier, un peu à l'instar d'Alexis Sanchez il y a 2 saisons, un peu comme Victor Vitinha malheureusement. Qu'est-ce qu'on retient de cet accueil et de cette signature, Samy? Parce qu'on t'a pas entendu sur le sujet. Déjà, le premier enseignement, c'est qu'il est bien accueilli. C'est que du côté marseillais, il n'y a pas d'animosité envers Rabiot. On aurait peut-être pu s'en inquiéter. Peut-être qu'il y avait certains qui seraient réticents. Pas du tout. Il a accueilli les bras ouverts. C'est plus de l'autre côté qu'il y a Ouais. une animosité. Donc ça commence très bien et voilà. Iliane, Qu'il on en a fait déjà une petite vidéo sur Adrien Rabiot. Est-ce que tu prends un peu plus conscience de ce qui se passe actuellement avec cette grosse signature? C'est vrai que quand on a fait la vidéo, on avait seulement le tweet de Fabrizio, donc bon, on visualisait pas encore, on était seulement dans les vapes. Mais je pense qu'il a été accueilli à la hauteur d'un joueur qu'on mérite d'avoir, c'est-à-dire que là, c'est une rockstar, on lui fait l'accueil qui se doit, même si on a fait le même à Vitinha, comme tu l'as très bien dit. Là, celui de Rabiot est tout à fait mérité. En tout cas, c'est pas démesuré si on se dit la vérité. Quand on regarde ce qui s'est passé sur les dernières années, quand on regarde le standing du joueur, il méritait cet accueil, non, Samy? Oui, totalement. Après, il n'a pas. Tu sais, tu as utilisé le mot de rockstar. C'est vrai que c'est une rockstar parce que c'est un international français, c'est un joueur un peu XXL, c'est taillé niveau Ligue des Champions. Mais tu le vois dans son caractère, tu le vois dans sa manière d'être. Tu sais, c'est pas les étoiles. Rabiot, c'est un mec, c'est plus l'anti-héros que le héros, tu vois. Mais il mérite tout à fait cet accueil-là, il n'y a pas de problème. Ouais, international français, titulaire en équipe de France, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu à l'Olympique de Marseille, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas Ouais, recruté. c'est vrai. En plus, librement. Finalement, ce qui fait le charme de ce transfert, c'est tout, quoi. C'est ancien joueur du PSG qui vient à l'OM, libre après le 16 septembre justement, après la fin du mercato. Aussi à un poste auquel l'OM avait un besoin. On va rentrer dans le vif du sujet très rapidement parce que ça va être un des gros sujets de notre podcast. On va également évoquer Mehdi Benatia par la suite. Également très rapidement le match contre l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est la plus grosse recrue de l'année en Ligue 1? Iliane, je vais te laisser te mouiller. Écoute, dire non serait mentir pour moi. C'est-à-dire que dans tout le charme de ce transfert, comme tu l'as très bien dit, il y a le timing, il y a sa situation. On a eu beaucoup de retours, notamment négatifs, sur d'autres médias qui disaient que s'il a pris l'OM, c'était parce que c'était un dernier choix, c'est parce qu'il n'avait pas mieux à côté. Moi, je pense quand même que quand tu divises ton salaire par 3 par rapport à quand tu refuses l'offre du Milan, c'est que tu as quand même été un minimum séduit par le projet. C'est que tu es intéressé, c'est que le foot compte. Et c'est ce qu'on reprochait à Rabiot lorsqu'il a quitté le Paris Saint-Germain, que là, il fait le choix d'aller dans le club rival. Il a été séduit par le projet de De Zerbi. Bah, écoutez, pour moi, c'est le gros coup de cette année. Le gros coup de l'année en Ligue 1, Samy, je pense que tu vas confirmer. Oui, totalement. Après, c'est toujours pareil. C'est à la fin qu'on verra si c'était le transfert ou le meilleur move de l'année. Même si bon, il y a peu de doutes, je pense qu'il va performer très rapidement. Mais moi, ce qui capte le plus mon attention, en fait, c'est que là, pour la première fois, tu fais un joueur XXL. Tout à l'heure, tu parlais d'Alexis Sanchez. Mais là, tu fais un joueur en fait qui est dans la fleur de l'âge, en fait, qui est vraiment à son Ouais, prime. c'est vrai. Jusqu'ici, les gros coups que tu as fait, ça a toujours été des joueurs un peu, on va pas se mentir, c'est pas les dénigrer que de dire ça, un peu en fin de carrière, Aubameyang, Sanchez. Là, le mec, il vient, il a 29 ans. C'est un changement pour l'OM, mais également pour la Ligue 1, parce que des moves un peu XXL comme ça, on en a vu à l'échelle de la Ligue 1. C'était des Berbatov à Monaco, fin de carrière, Snyder, fin Ouais, de carrière. Schneider, ouais. Bon, Balotelli, c'est encore autre chose, mais Des- là, c'est vraiment un changement. J'allais dire à un moment Depay à Lyon, mais c'était pas encore le même fils Depay qu'on Oui, connaît. voilà. Bon, après, le Depay actuel a signé à Corinthians Là, pour des voilà, raisons obscures, mais exactement. là, c'est comme un énorme coup. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu as dit, c'est que par exemple, Alexis Sanchez, lorsqu'il signe à l'OM, en vrai, c'est un choix plutôt logique
L'autre club où il aurait pu aller, c'était Galatasaray, Rabiot aussi, Comme mais d'hab. Rabiot, il y a des conditions pour lesquelles il était pisté par Galatasaray. Aubameyang, lorsqu'il signe à l'OM, il sort d'une saison très compliquée à Chelsea. Non, là, on a un joueur qui était un des meilleurs joueurs de la Juventus la saison passée, qui était capitaine même à un moment de la Juve, sous Allegri, qui vient de remporter la Coupe d'Italie, qui a disputé l'Euro. En fait, c'est vraiment dans toutes les dimensions, c'est un transfert incroyable. Et moi, je le dis clairement, c'est le meilleur transfert de l'année en Ligue 1. Et c'est peut-être même le meilleur coup de l'OM depuis très très longtemps. Mais le meilleur sous Longoria, non? Et le coup sportif, écoute, on le ressentira cette saison, parce que là, on va pas s'avancer à ce point-là, mais oui, le coup du transfert, c'est clair. Après, moi, il y a quand même un point que je veux soulever dans son contrat, c'est la fin d'année en 2026. Nous, on nous vend quand même un projet sur 3 ans. Euh, Rabiot, il a un peu cette image de mercenaire qui enchaîne les courts contrats pour toujours prendre une prime à la signature. Moi, ça m'embêterait. Tu sous-entends qu'il sera dans le loft dans un an? Est-ce que c'est ce que tu sous-entends? On m'a dit qu'on ne vendait pas et c'est ce que dit la direction, qu'on ne vendait pas qu'on ne laissait pas partir de joueurs libres. On préfère gagner de l'argent sur la dernière année de contrat. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on lui proposera une autre valorisation salariale, comment est-ce qu'on va mettre ça en place? Même plus largement, la ligne directrice de Pablo Longoria depuis août 2022, c'était notamment lié au cas d'Ouye Tatsar. C'était un joueur qui est en fin de contrat dans 2 ans, sauf cas exceptionnel, mais c'était surtout des joueurs en fin de carrière, doit partir de l'Olympique de Marseille. Là, Rabiot, est-ce qu'on doit le considérer comme un cas exceptionnel? Moi, je dirais oui, parce que le pari sportif, il est incroyable, Samy. C'est une opportunité de marché qu'on peut pas se refuser. Ouais, totalement. En fait, je pense que c'est. Je te rejoins un peu, mais je pense que c'est une question de bon sens. Comme tu l'as dit, c'est un cas exceptionnel. Et je pense que les deux parties ont choisi de naviguer à vue. C'est-à-dire que déjà, on signe pour 2 ans et pas pour un an. C'est encourageant. Jusqu'ici, c'était toujours des contrats d'un an. Enfin, bon, pas forcément Aubameyang, c'était 3, mais par exemple, on parle de Sanchez depuis tout à l'heure, c'était un an. Là, c'est 2 ans. Je pense que on signe pour 2 ans et l'été prochain, on voit ce qu'on a fait cette année, quelles sont les projections pour l'année prochaine, Ligue des Champions, avec quels moyens, comment on va y aller en Ligue des Champions. Moi je vois parfaitement Rabiot prolonger l'aventure si cette année tu fais un beau parcours en championnat et que l'année prochaine tu montres que tu as les ambitions, t'as les moyens de tes ambitions en Ligue des Champions. Tu peux totalement prolonger un joueur de 30 ans à ce moment-là. Donc moi je pense que pour l'instant on navigue à vue et c'est pas plus mal en fait. Mais justement, tu as cité des exemples par rapport aux joueurs qu'on pourrait qualifier un peu de contrat court à l'Olympique de Marseille, mais qui ont apporté en termes de performance sur les dernières saisons. On a parlé d'Alexis Sanchez, on a parlé d'Aubameyang. Il y a d'autres joueurs aussi qui ont fait que 6 mois à l'OM, comme par exemple Bakambu, qui venait en fin de contrat. Bon, là, on a bien upgrade par rapport à Adrien Rabiot. Mais justement, Samy, je te relance sur cette question-là. Est-ce que c'est mieux que Aubameyang pour toi? Enfin, est-ce que c'est du coup le meilleur coup de l'ère Longoria? Oui, pour toutes les raisons qu'on a évoquées depuis tout à l'heure, tu vas chercher un joueur XXL qui est courtisé par les plus gros clubs. D'ailleurs, un point qu'on n'a pas évoqué, mais Thiago Motta, quand il arrive, il fait partie des joueurs qu'il veut garder. Ça s'est fait très vite à la Juventus. On a vu que des joueurs comme Chiesa, ils ont été envoyés dans le loft très rapidement. C'était pas du tout le cas d'Adrien Rabiot. Donc, courtisé par les grands clubs, il finit chez toi. Alors après, on n'est pas dupe. S'il finit à l'Olympique de Marseille, c'est aussi qu'il y a eu des circonstances durant les 2 derniers mois qui ont fait que. Mais à la fin des courses, il est quand même chez toi. Il a quand même accepté de signer un contrat. Personne ne l'a forcé. 2 ans en plus. Donc oui, le plus gros coup. Mais après, de toute façon, on le verra sur le terrain. Mais j'ai pas de doute là-dessus. Par rapport à ce qu'on disait juste avant, quand tu fais venir Sanchez et Aubameyang, ça a été des réussites relativement. J'ai pas envie de me faire d'ennemis. Mais tu fais un peu des paris parce que tu te dis, ok, ils ont 34-35 ans, c'est des joueurs qui ont une éthique, qui ont un professionnalisme qui n'est pas approuvé, mais tu sais jamais d'une saison à l'autre, ça peut décliner très vite Ouais. à cet âge-là. Là, le mec, il a 29 ans, tu sais qu'il va performer obligatoirement dès le début, sauf grosse blessure. Donc ça ajoute un peu un effet garanti à ce move en fait au final. Ouais, mais surtout que ça te montre, là on parlait de l'évolution, parce que Sanchez c'était il y a 2 ans, Oba c'était il y a un an, là on a Rabiot, ça montre quand même aussi d'une certaine manière l'évolution de l'Olympique de Marseille et du projet sportif, en dépit d'un déclassement justement. Parce que lorsque tu signes Sanchez, t'es en Ligue des Champions, lorsque tu signes Oba, t'es censé être en Ligue des Champions, au final tu n'es qu'en Europa League, et là tu signes Rabiot, C'est nulle part. on n'est pas programmé pour la Conference League, je crois, cette semaine, donc ça va être compliqué. Mais c'est ça aussi qui est assez paradoxal. Peut-être qu'aussi l'OM financièrement est en meilleure santé. Justement, Adrien Rabiot, pour clore un peu ce sujet et pour surtout
passer sur la partie concrète, ce qu'on va analyser dans les prochaines semaines. Ilian, toi, tu le vois tout de suite s'incorporer dans le milieu de l'OM. Enfin, pour toi, il est titulaire ou pas dimanche? Écoute, pour moi, c'est un joueur qui n'a pas joué depuis un mois, qui n'a pas foulé les pelouses, ne serait-ce même que celle de l'entraînement. Je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps déjà pour incorporer la méthode de Zerbi, qui est quand même une nouvelle méthode, même si c'est un grand joueur, il jouait pas comme ça avec la Juve, surtout avec Allegri. Et puis, je trouve qu'il n'y a pas non plus une urgence à intégrer Adrien Rabiot dès le match de dimanche. On reviendra contre ce qu'on a à dire contre Lyon, mais si on peut repartir avec Kondogbia, on peut repartir avec Koné. Et Adrien Rabiot a tout son temps pour avoir son emprise sur les milieux de Ligue 1. Lui, en tout cas, pense déjà à être titulaire contre Lyon. Il a tout de suite montré ses ambitions après son arrivée à l'aéroport, puisqu'il pense qu'il devrait être dans le groupe. On verra, parce que la semaine va être chargée pour lui. Il y aura la conférence de presse de présentation qui va être très animée, déjà. Parce qu'il y aura des questions, bien évidemment, sur pas mal de sujets, comme par exemple son passé parisien, chose dont je me fous personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça, au contraire, je trouve ça kiffant d'avoir un joueur qui a été formé au PSG signé à l'OM. Et j'imagine la réaction des supporters de nous. Au contraire, notre réaction, si par exemple un joueur qui avait fait ses débuts à l'OM comme Boubacar Kamara, même Enzo Sternal à l'avenir, on lui souhaite d'avoir une grande carrière, signé au Paris Saint-Germain. C'est peut-être encore plus kiffant dans sa vie. Mais justement, on le voit jamais, ce genre de cas de figure. On voit toujours les choses à sens unique. C'est pas pour faire. C'est toujours des Parisiens qui sont amoureux de Paris ou qui sont passés par Paris, qui finissent par arriver à l'OM et qui finissent par tomber amoureux du club. Donc ça a quand même un peu de sens et ça veut dire certaines choses et on espère que ça va continuer sur cette lancée. Parce que même dans le cas inverse, il y a un malaise. Lorsqu'on est dans le cas inverse, par exemple, Christophe Galtier qui signe au PSG, tu sens qu'il y a un malaise quand il parle du Paris Saint-Germain, quand il y a cette célébration pendant le match de Coupe de France. Justement cette transparence, moi je trouve, et c'est ça qu'on demande aux Marseillais, notamment qu'on avait demandé à Guendouzi, qu'il a mis du temps à avoir, c'est d'être complètement honnête vis-à-vis de son passé parisien. Mais même vis-à-vis de son passé, il y a aussi vis-à-vis de l'avenir, quand tu signes dans un club, je trouve que tu es plus facilement contaminé par l'Olympique de Marseille, où tu navigues toujours entre deux extrêmes. Ça veut dire que même si tu fais une saison de merde, c'est tellement chaud et tellement prenant que tu peux pas dire non, je m'en fous de l'OM. Et si tu fais une grande saison, t'es la star de la ville, quoi. Surtout quand tu signes dans le Paris Saint-Germain qu'on connaît maintenant depuis les années 2010, t'as pas le même enivrement que quand tu signes dans un club historique comme l'OM. Mais est-ce que ça va pas justement relancer la rivalité? Parce que déjà, là, les prochaines dates du Classico, on les avait notées pour la course au titre, potentiellement. Il y a rivalité sportive, on va en parler, je pense, surtout quand on va passer au sujet Mehdi Benatia. Mais la rivalité, tout ce qui entoure le match, c'est-à-dire l'ambiance, on sait qu'à Marseille, c'est toujours chaud. Il y a une attente cette année. Moi, je pense que cette année, surtout avec les discussions vis-à-vis de l'ambition de Marseille, ce qu'on peut faire cette saison, il y a une attente certaine vis-à-vis du Classico. Donc oui, la signature de Rabiot n'a pas aidé en cela et c'est une bonne nouvelle, je pense. Mais on entend souvent que la rivalité n'existe plus trop ou que c'est moins qu'avant. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec cette théorie. Je trouve qu'elle ne s'est pas éteinte. Peut-être qu'elle s'est un peu... pas réduite, en fait, la rivalité, elle est toujours là. Mais en fait, tu sais plus pourquoi, en fait, c'est des rivaux. Avant, c'était des rivaux parce que c'était sur le plan sportif. Après, un peu moins, ils avaient un temps faible. Après, c'est nous, on a eu ce temps faible-là. Donc forcément, c'est un peu fluctuant, mais la rivalité, elle a toujours été là et elle sera toujours là. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de sujet là-dessus. Mais est-ce que justement, Adrien Rabiot n'est pas le Mathieu Valbuena de la rivalité PSG-OM? C'est-à-dire que ça rappelle quand même une époque où, que moi malheureusement je n'ai pas forcément vécu. Je sais pas si toi Samy tu l'as vécu vu que tu es un tout petit peu plus âgé que nous, je te le rappelle. T'es pas très âgé d'ailleurs, mais t'es un peu plus âgé que nous, où il y avait justement ces transferts-là entre joueurs du Paris Saint-Germain à l'OM. On a parlé par exemple de Lorik Sana, il y en a plein, Fiores, il y en a plein. Et ces dernières années, c'était plutôt des joueurs formés au PSG qui venaient à l'OM. Par exemple, Georges Kevin Nkoudou, j'en ai plus trop en tête, j'ai Matteo Guendouzi. Il y en a pas mal d'autres. Que j'ai oubliés. Mais Aboubacar Dosso, par exemple, qui joue juste chez les jeunes, mais on en a eu plein d'autres qui ont joué en pro. Et moi, je pense que justement, ça va un peu relancer la rivalité. Et on le voit avec les réactions des supporters parisiens depuis quelques jours. Bon. Ça les a touchés. Ils ne sont pas insensibles à ce transfert. Et ça montre bien quelque chose, c'est qu'on a pris un bon joueur. Et on n'est pas sur les plus grandes lumières du monde quand on voit comment ils ont réagi pour Barcola. Mais bon, on est obligé de constater que c'est un transfert qui a fait beaucoup parler et qui va continuer de faire parler. Aussi pour l'empreinte d'un homme qui lui aussi commence à faire parler parce que la lumière se met un peu sur son travail, c'est Mehdi Benatia qui a été recruté suite à la crise de septembre, un recrutement qui faisait douter énormément de gens parce qu'il était agent avant. Aussi parce que
Bah, Mehdi Benatia, il n'avait pas eu d'expérience de directeur sportif. T'as beau avoir eu un passé d'agent, si tu as été directeur sportif avant, ça va. Aussi le fait qu'il avait fini sa carrière il n'y a pas longtemps. Et finalement, premier mercato complet, sans restriction de la masse salariale. Rabiot, il y a quoi d'autre? Il y a Højbjerg, Greenwood, De Zerbi. Et surtout, moi, il y a un truc qui me choque, c'est que tous ceux qui signent à l'OM, alors à moins que ça leur soit dicté au moment de signer, j'ai un gros doute là-dessus. Premier truc qu'il dit, c'est j'ai parlé avec Benatia. Et ça a commencé dès le mois de janvier, si tu t'en rappelles, avec un certain attaquant. Je regardais tout à l'heure et c'est exactement la même remarque que je me suis faite. Il parle premièrement de Benatia et pas de De Zerbi, parce qu'on entend souvent le poncif, les mecs qui viennent pour De Zerbi. Je pense pas qu'ils viennent que pour De Zerbi. En fait, Benatia et De Zerbi sont complémentaires. Benatia, il arrive avec sa légitimité, en fait, avec son réseau, sa carrière, qui lui permet d'avoir des ouvertures, par exemple avec Højbjerg, avec qui il a joué. Et en fait, ce réseau-là, il est appuyé il est légitimé par la présence de De Zerbi et également par le début de saison de l'OM qui fait un début de saison réussi. Les moyens de Macourt aussi, il faut le dire. Et les moyens de Macourt et aussi ça reste l'OM quand même, on va pas se mentir. Donc en fait c'est complémentaire, l'un ne va pas sans l'autre. Mais effectivement en fait ça m'a marqué tout à l'heure. Tous les joueurs dès qu'ils arrivent, première prise de parole, j'ai beaucoup parlé avec Benatia. Et donc tu sens qu'il y a eu un travail acharné tout l'été, qu'il a vraiment cherché à convaincre les mecs de venir à l'OM, qu'il a eu un vrai discours et qu'il leur a peut-être promis des choses à l'avenir sur le plan sportif. Voilà, un peu plus de lumière pour les joueurs un peu plus jeunes, des ambitions européennes pour les joueurs un peu plus aguerris. Et tu sens qu'il y a eu un vrai travail et très honnêtement, moi je suis très satisfait de ce qu'il fait cet été. Parce que Benatia, du coup, on avait parlé de ses premiers coups. Premier mercato de janvier, plutôt compliqué, mais il y avait restriction de la masse salariale. Donc il avait pu faire parler son réseau, par exemple, pour vendre Renan Lodi, ce qui est quand même une des plus belles ventes de l'OM sur les dernières années. Derrière, il fait signer Faris Moumbagna et Merlin sont vraiment ses deux recrues. Ulysse Garcia, on ne sait pas. Moi, je sais que bon, ça se sait un peu que lui voulait Aljam du FC Nantes à ce moment-là, qui est finalement allé aux Young Boys de Berne. Toi, Eliane, justement, ça t'avait pas un peu inquiété le mercato de janvier ou tu restais quand même dans l'optique de... C'est vrai que le mercato hivernal, bon, il y avait cette histoire d'encadrement de la masse salariale, mais c'était beaucoup de rafistolage vis-à-vis de la CAN qui était en cours, des blessures qu'on avait eues. On avait eu la blessure de Rongier, on avait dû récupérer Jean Onana. Enfin, on était quand même dans une saison de pleine transition. Lui-même, Benatia, était arrivé seulement 2 mois avant la mise en place de ce mercato. Et un mercato, ça ne se met pas en place en 2 mois. Donc, c'est vrai que son mercato n'avait pas battu son plein et on n'avait pas vu son plein potentiel sur le marché. Un peu déjà sur le réseau de vente. Parce que quand même, aller vendre Renan Lodi en Arabie Saoudite, on sait que c'est lui qui est derrière. Tu as quand même... Pour Lodi, je te l'accorde, mais j'ai pas senti... je trouvais pas qu'il avait l'empreinte totale, surtout qu'il y avait encore d'autres dirigeants qui étaient à la tête du club. Là, ce qui est intéressant, c'est vraiment moi, je trouve que c'est le dirigeant qui manquait à Longoria pour vraiment représenter l'institution OM. Lorsque Benatia vient à la rencontre d'un joueur, ce que j'aime, et même quand on le voit dans ses interviews, c'est que c'est celui qui transpire le plus Marseille et qui vient te l'expliquer sans parler tout de suite de projet, de foot et de coach. Il vient te dire, là, moi je te présente Marseille, c'est telle ville, tel club, et si tu viens dans mon projet, tu viens bâtir quelque chose d'historique ou commencer une histoire. Et c'est ça, moi, que je trouve le plus intéressant avec Benatia et qui manquait à la clique des Espagnols de Longoria. C'est toute cette ADN en fait marseillais. Et là, son mercato nous le prouve bien parce que quand il dit chez beIN Sport, c'était samedi avant le match contre Nice, que l'année dernière, on avait un effectif qui ne représentait pas le club. On voit déjà la différence sur le terrain vis-à-vis des joueurs concernés et même vis-à-vis des profils qu'il a pris en interview. Donc, Et pour rebondir à ce que tu dis, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, tu sentais, alors on en pense qu'on veut de son travail, tu sentais que Longoria, depuis qu'il était là, il était un peu déconnecté parfois de la réalité marseillaise et de la réalité Pas trop un homme d'action d'ailleurs. Du club, totalement. Et tu sentais qu'il avait besoin de ce mec qui allait faire le lien, qui allait faire la connexion avec cette fameuse fibre marseillaise dont tu parles, et qui de mieux que Benatia, enfin peut-être un mec comme Nasri, mais il n'est pas dans le milieu, tu peux pas viser. Il n'a pas cette âme de leader, Nasri. Ça a été un très bon joueur, même on peut dire un grand joueur à l'échelle de l'OM. Mais il n'a pas cette âme de leader que Benatia peut avoir. Qui emmène, Benatia, ouais. ancien capitaine, connaissance des grandes institutions, parce qu'on parle quand même d'un mec qui est passé par le Bayern, par la Juventus, par l'AS Roma, qui a connu l'Olympique de Marseille, le centre de formation, il sait comment le club fonctionne. Et franchement, il a un profil ultra moderne de mec qui est capable d'être un homme d'action.
C'est-à-dire qu'il y a un problème avec l'arbitrage, c'est lui qui va gueuler. On s'en plaignait du coup à l'Olympique de Marseille sur les dernières années. On l'a vu contre Nice. Ce week-end, je pense aussi qu'il a poussé une gueulante. Proche du groupe, il a cette capacité à être proche du groupe, à tirer les oreilles à certains joueurs. On l'a fait avec Jonathan Klaus. Médiatiquement parlant, il assume. Au début, il était un peu en retrait. On le voyait un peu de loin. Il était un peu enfermé dans ce rôle de. Il observait beaucoup, je pense. Parce Ouais, qu'il conseiller il arrive à un moment où c'est très très compliqué au club, dans le vestiaire, partout. Et il y a le Mm. feu partout à la commanderie. Et je pense qu'il est arrivé, il a fait une sorte d'audit en fait. Ouais. Faire un état des lieux, qu'est-ce qui se passe les premiers mois. Et puis après, effectivement, comme tu dis, il s'est un peu plus découvert. Mais par rapport à ce que tu disais, je trouve en fait qu'il est très nature peinture. Il casse les codes. Par exemple, la phrase qui illustre parfaitement ça, c'est quand il parle de Zerbi, quand il dit je l'ai appelé au culot. J'ai l'impression que Benatia, il fait tout au culot depuis qu'il est là. Il n'a pas de barrière et en fait, il casse les codes. Et c'est pour ça qu'à la fin, tu te retrouves avec des mecs comme Rabiot que tu n'aurais jamais pu espérer il y a encore 2 mois à la fin du dernier match de Ligue 1 contre le Havre. Et ce qui donne encore plus de mérite à son travail, c'est que là, le premier mercato qu'il doit faire, c'est vraiment un mercato où tu dois tout refaire de A à Z. Ça veut dire que non seulement tu dois pas te tromper sur les pistes que tu vas faire venir, mais également tu dois pas te tromper sur le diagnostic que tu as fait à la fin de la saison. Donc il y a un double travail qu'il a effectué qui est voilà, je vais pas sortir les grands mots, mais qui est totalement réussi. Ouais, surtout pour un premier mercato. Alors, l'effectif n'est pas complet. Il manque un poste. Mais là, au 16 septembre, tu peux déjà dire que même en termes de renforcement quantitatif de l'effectif, c'est déjà quand même fort. Qualitativement, pour moi, Benatia, c'est le 3e saut qualitatif du projet McCourt. Premier, c'est l'arrivée de McCourt. Tu as des moyens, tu peux te permettre d'acheter des joueurs comme Gustavo. Deuxième, c'est Longoria. Tu ramènes Milik. Oui. Tu vois, Oui. il fait monter le Oui, niveau. Qualité. Même en termes de coach, il te ramène Sampaoli. Tudor, il n'a pas forcément le CV, mais il faut reconnaître que c'est un des meilleurs coachs de l'Olympique de Entraîneur du Marseille. siècle. Ouais, l'entraîneur du siècle. un des meilleurs coachs de l'OM sur les dernières années. Même, et ça, c'était grâce au réseau de Longoria. Mais là, le saut qualitatif de Benatia, sans Coupe d'Europe, il est quand même considérable. Parce qu'un Højbjerg, on peut me dire oui, l'OM a recruté Strootman. Strootman, il arrive blessé. Strootman, c'est parce qu'il connaît Garcia, c'est la machine à laver qui a jamais fonctionné. C'est particulier. Là, le saut qualitatif, c'est Greenwood, c'est Højbjerg, Rabiot, c'est quand même des dirigeants, à commencer par Longoria, qui sont en rupture avec les principes du vieux monde du foot. Moi, je trouve qu'on a des dirigeants qui sont bien adaptés à ce qu'on attend du 21e siècle. Alors oui, il y a beaucoup de business, il y a beaucoup de partenariats, il y a beaucoup de... On en a vu des joueurs en plus ces dernières années qui sont passés par l'OM et qui n'avaient pas forcément un intérêt sportif. On va pas citer Luis Suarez, mais Joaquin Correa. sûrement aussi d'ailleurs. Hein. Enfin, c'est Jean sûr, Onana. voilà, bon, on va pas les citer, mais c'est quand même des dirigeants qui ont compris l'enjeu sportif qu'il y avait avec le foot, enfin l'enjeu même politique qu'il y avait avec le football, et qui on a la chance d'avoir des dirigeants assez modernes à la tête de Marseille et qui comprennent ce qui entoure le foot. Et ça, vis-à-vis de notre avenir économique, et on le voit parce qu'on a complètement résorbé notre crise financière qu'on traînait, notamment avec les salaires comme ceux de Strootman, etc., au début de l'arrivée de McCourt, ça prouve bien qu'économiquement, ils ont compris. Et pour moi, l'apport de Benatia, surtout, c'est quelque chose, et c'est pour ça que moi, il y a encore quelques mois, même si je restais sur ma faim sur le premier mercato, je voulais lui laisser du temps et lui donner de la place, c'est les idées. Parce que même si tes dirigeants d'avant sont assez modernes, entre guillemets, Javier Ribalta et Pablo Longoria, c'est des mecs qui ont des logiciels que je trouve dépassés pour le football actuel. C'est-à-dire que Pablo Longoria, il vient de perdre Tudor, le premier mec à qui il pense, c'est Marcelino. Très bon coach, gros tacticien de Liga. C'est un mec qui joue en 4-4-2 en 2024 et qui a un jeu assez défensif. Je pense que si Benatia est pas là, je pense que Longoria il peut partir sur Allegri tranquille. Moi, je pense vraiment qu'il peut partir sur Allegri et se dire c'est un très gros coup pour l'Olympique de Marseille. Ou sur Maurizio Sarri, qui est aussi un coach qui est très bon pour l'OM. Mais en fait, je trouvais que dans leur choix, ils étaient assez vieillots, aussi dans les réseaux qu'ils utilisaient, c'est-à-dire réseau Roma, réseau Inter. Bon, là, ça sert encore à l'OM parce que par exemple, tu fais Carboni, mais Benatia, tu recrutes un peu partout. Tu as fait des joueurs en Belgique. Montbagny, on le fait où? Montbagny en Norvège? Danemark ou Norvège? Norvège, Bodo Glimt. Tu fais des joueurs Rabiot. Enfin, en fait, Rabiot, il n'est pas enfermé dans un réseau. C'est un mec qui est représenté par sa mère. Pour moi, c'est le transfert qui illustre ça. C'est que on se permet de faire des joueurs qui ne sont pas enfermés dans un réseau. Et on n'est plus un club enfermé dans des réseaux. Parce que Longoria, ses gros coups, c'est aussi des coups réseau. C'est Arsenal avec William Saliba, Matteo Guendouzi. Non, avec Benatia, tu as cette possibilité de travailler un peu avec tout le monde. Tu passes par la fenêtre. Ouais, c'est la méthode Benatia. Ouais. Tu vas au culot. Et c'est vraiment fort pour l'Olympique de Marseille. Donc il y a à la fois les idées, parce qu'il faut aussi parler d'idées. De Zerbi, il ne vient pas à l'OM parce que Ulysse Garcia, c'est le deuxième joueur latéral gauche, c'est la doublure de Quentin Merlin. Il vient aussi parce qu'on lui a présenté un projet en termes d'idées qui est important. Et là-dessus,
aussi quelque chose qu'on n'a pas valorisé depuis le début de ce podcast et qui est aussi important. Il a fait signer les 2 plus grosses pépites du centre de formation qui ont gagné la Gambardella et ce n'était pas chose facile. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est depuis que la Provence a dit que Benatia s'était mis sur le dossier qu'ils ont prolongé. Et ça, c'est vraiment assez fort. On sait que c'est un dirigeant qui s'est fait tuer d'ailleurs pour l'interview sur Klose. Est-ce qu'au final, il n'avait pas non plus raison à ce moment-là? Moi, la sortie médiatique sur Klose, je la valide pas dans sa totalité. Surtout en fait à ce moment-là où on enchaînait les crises médiatiques à Marseille. Et en fait, elle n'est pas venue Maladroite. à point nommé. Voilà, c'est ça. Elle est plutôt maladroite. Maintenant, dans le fond, le départ de Klose et surtout la façon dont il est parti. Klose l'a quand même remercié de le laisser partir à Nice pour 5 millions alors qu'il y avait une offre de Galatasaray pour 10 et quelques au mercato d'hiver. Ça dit quand même que c'est dans l'idée, il disait vrai. Maintenant, voilà, la forme, je pense qu'on peut la rediscuter, mais son mercato et tout ce qu'il met en place depuis qu'il est arrivé efface complètement ce dont on parle là. Ouais. Est-ce qu'il y a certains éléments que tu pourrais remettre en question, par exemple des éléments sur lesquels il pourrait s'améliorer selon toi, Samy, ou tu es globalement très satisfait pour un premier mercato? En fait, tous les points qu'on est en train de louer depuis tout à l'heure, il y a forcément une contrepartie. Quand on dit que c'est un mec qui est nature, qui casse un peu les codes, forcément, tu as un peu de maladresse, forcément, tu as des choses qu'on n'est pas habitué à voir en fait, dans le formalisme des conseillers, directeurs sportifs, du foot qu'on voit tous les jours depuis des années. Et puis, il faut pas oublier que de base, c'est pas vraiment son métier, il découvre encore, il apprend encore, il va encore faire des erreurs, il en a fait. Donc voilà, pour moi, il y a rien d'alarmant. Et puis sur le cas Klose, je pense qu'il avait raison, parce que je pense que Benatia n'est pas stupide au point de taper gratuitement sur un des meilleurs joueurs de l'effectif international français en plein milieu de la saison. Je pense qu'il a vu, il a entendu des choses, mais surtout vu, qui ont fait qu'il a dû tirer la sonnette d'alarme. Après, il a fait à sa manière, va falloir s'y habituer. En tout cas, pour conclure sur Mehdi Benatia, un directeur sportif qui a un réseau, qui apporte de la rigueur à tous les étages de l'institution olympique de Marseille, qui est aussi présent médiatiquement. Sa dernière sortie a plu à pas mal de supporters parce qu'il y a eu les paroles et après il y a eu les actes. C'est-à-dire que tu parles le samedi, lundi tu ramènes Rabiot. Je pense que l'interview a été enregistrée peut-être pendant la trêve ou avant, mais disons qu'il ne pouvait pas mieux faire. Moi, juste la question que je me pose, c'est: est-ce que cet enchaînement de coups ambitieux, c'est pas aussi le fait d'avoir fait De Zerbi? Est-ce qu'il y a peut-être, c'est pour faire le rabat-joie, hein, c'est pas quelque chose que je pense, mais c'est quelque chose on doit se poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas un petit coup de chance? C'est que de base, tu dois faire Conceição et que peut-être le fait de faire De Zerbi te permet d'enchaîner tous les coups ambitieux. Non, mais bien sûr, mais la chance, voilà, tu la provoques, hein, et c'est pour ça que j'aime bien l'expression de Samy qui est nature peinture, c'est-à-dire que même si on provoque la chance, il n'y a que lui qui l'aurait provoqué dans ce Il faut avoir le Je pense culot, pas justement. voilà, je pense pas qu'on aurait eu un autre dirigeant qui n'a pas ce culot-là. C'est sûr qu'on n'aurait pas essayé De Zerbi, on n'aurait pas un tel mercato. Donc De Zerbi est certains transferts sont une conséquence de l'arrivée de De Zerbi, mais l'arrivée de De Zerbi est un choix et le fait de Mehdi Benatia, donc il en est responsable. Ouais, on le voit plus comme un enchaînement en fait. Ouais, clairement. Et puis quand tu fais venir De Zerbi, tout à l'heure je parlais de promesses, aux joueurs, t'en fais aussi à un entraîneur. Et quand tu lui présentes un projet et que tu lui donnes certaines garanties, derrière, tu es obligé un peu de garder la face et de tenir ta parole. Donc il y a un côté encore plus challengeant à son travail, à ce qu'il a effectué durant ces 2 mois, parce que c'est plus l'OM dont on parle là, c'est sa crédibilité personnelle, c'est sa carrière sa carrière, c'est plus sa crédibilité qui est en jeu. T'as un entraîneur hype, tu sais que c'est un entraîneur qui va faire une grosse carrière, qui derrière, après l'OM, il va sûrement se retrouver dans un gros club, donc t'as tout à fait intérêt que la collaboration avec lui elle se passe bien et qu'il pense du bien de ton travail. Ouais, on a parlé de Roberto De Zerbi en gros coup de Benatia, on a parlé de Greenwood, on a parlé d'Højbjerg, on a parlé de Rabiot. Tous ces hommes-là vont découvrir leur premier choc de la saison traditionnelle, même s'il y a eu le match contre Nice, parce que certains d'entre eux étaient absents. Bon, Greenwood, il était absent sur le terrain, mais il y en a. T'es pas de cet avis pourtant. Ouais, j'étais pas de cet avis, c'est pour la transition. Laisse-moi faire des transitions. Non, c'était pour la transition. Mais justement, on a ce premier choc de la saison traditionnelle. Il y a 2 chocs en vrai en Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille, même si pour tous les adversaires, c'est tous les matchs contre l'OM qui sont importants. Peut-être que le choc sportif de la saison, ça va être Monaco, mais il y a cet Olympico. On sait que c'est toujours particulier, on sait que certains entraîneurs qui sont même allés affronter un AS Monaco, un Olympique Lyonnais sous Covid, qui a aligné des U19, ont fini par perdre 2-1. On embrasse Jorge Sampaoli qui a perdu tous ses classicos contre Peter Bosz. Mais ça reste quand même une rencontre particulière, non? Même si Lyon est blessé. Écoute, on n'est pas en réussite depuis le début de saison, je trouve, dans le contenu, dans nos matchs au Vélodrome. Donc là,
on se déplace. C'est un Lyon qui va mal. Moi, pour avoir vu le match contre Lens, qui était aussi l'un des premiers gros chocs pour eux de Ligue 1, c'est une équipe qui ne s'est pas encore trouvée, qui ne sait pas encore comment aligner ou Lacazette ou Mikotadze ou les deux ensemble. Veretout, qui sera probablement leur meilleur milieu, qui n'avait pas sa place chez nous, n'est toujours pas titulaire. Il n'a pas repris avec la trêve. Donc, on arrive avec un avantage clair. On est en plus deuxième de Ligue 1. On a l'avantage psychologique sur eux. On a un coach qui a des idées contrairement à eux. Moi, je pense maintenant qu'il ne faut pas non plus... de toute façon, ce n'est pas la méthode de De Zerbi, mais il ne faut pas y aller trop confiant. Il ne faut pas y aller en se disant que parce que c'est Lyon, on va leur rouler dessus comme on a su le faire la saison passée au Vélodrome. Non, je pense qu'il faut y aller avec les mêmes idées qu'on avait contre Brest notamment. Et il y a moyen de leur faire très mal. Toi, Samy, t'as pas peur de Lyon, je pense. Pas peur. En fait, la réponse, on la connaît. Déjà, comme tu l'as dit, Lyon, c'est toujours un match compliqué. Déplacement à Lyon, c'est pas pour l'OM, c'est pas compliqué. C'est quasi mission impossible. Sur les 15 dernières années, t'es allé gagner là-bas qu'une fois. C'était quel entraîneur ? L'entraîneur du siècle. Sampaoli ? Igor Tudor. T'es allé gagner là-bas qu'une fois, donc ça veut dire énormément de choses. Effectivement, c'est un Lyon encore un peu malade qui se présente à nous. Même si tu parlais du match de Lens, c'est un Lyon qui va mieux. C'est un Lyon qui se cherche encore sur les 3 premiers matchs. C'est un Lyon qui joue avec des ailiers, qui essaye de combiner Mikotadze, Lacazette. Là, on n'a plus d'ailier. On joue avec un milieu à 3, 2 pistons. Pour renforcer le milieu, renforcer le pressing. Donc ça va peut-être être un peu compliqué pour nous parce que quand tu densifies ton milieu, la relance, elle est plus compliquée pour l'équipe adverse. Mais voilà, c'est encore un Lyon qui se cherche, qui a été plutôt bon, je trouve, en tout cas, qui a été meilleur que Lens, mais qui a joué en mode extérieur. En contre-attaque, on joue contre un gros, donc il n'y a pas de problème à jouer comme ça. Là, tu vas jouer devant ton public contre un rival, tu as envie de te faire Marseille parce que c'est Marseille et en plus ils sont deuxième. En plus, tu t'es pris une claque contre Monaco sur la deuxième journée, je crois. C'est ça déjà. Et est-ce que devant ton public, tu vas jouer un peu comme ça, frileux en contre-attaque contre l'OM ? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un Lyon qui se cherche encore alors que toi, tu arrives avec tes certitudes, même si le match de Nice est venu un peu assombrir tout ça. Je pense quand même qu'il va reconduire son espèce de 3-5-2 parce que la doublette Lacazette-Orban, moi en tout cas, je la trouvais plus dangereuse et plus similaire que celle Lacazette-Mikotadze. Après, pour les espaces, justement, toi qui disais qu'on aurait du mal à la relance, retour de Quentin Merlin il y a, et de Balerdi, moi je pense qu'on aura quand même beaucoup d'espace côté gauche. Quand j'ai regardé un peu, je me suis dit, là-dedans, Luis Enrique, qui en plus est en grande forme, il aura quand même de quoi se régaler. Ce qu'on lui souhaite, vu son début de saison, c'est pratiquement la fin de ce podcast. Je vous remercie, Ilan et Samy, pour cette première en plateau. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous suivre sur les plateformes, encore une fois. Je pense juste qu'on peut souligner pour la fin de ce podcast sur la semaine qui nous attend, c'est donc le choc contre Lyon dimanche. On verra s'il y a Rabiot ou pas. Vous, votre pronostic, c'est... Je pense pas. Je pense qu'il sera dans le groupe. Pour moi, s'il est dans le groupe, il joue. Dans le groupe, totalement. Non, je suis pas d'accord. Je pense dans le groupe, mais. Moi, je le vois jouer. Moi, s'il est dans le groupe, il joue. Après, pour te rejoindre, c'est vrai que c'est pas comme s'il avait pas joué depuis la fin de saison, fin mai. C'est un mec qui est encore mi-juillet, il jouait encore l'Euro. Demi-finale, il est jusqu'au bout quasiment. Et je pense qu'il s'est préparé. C'est pas déconnant. Je pense qu'il s'est préparé parce qu'il y avait la possibilité de signer à Milan en août. Je pense qu'il y avait des discussions avec pas mal de clubs et je pense qu'il était prêt à reprendre d'ailleurs. Il y a d'autres joueurs à faire rentrer qui sont un peu plus presque que lui, qu'on n'a pas encore beaucoup vu. Et qu'on n'a peut-être pas envie de voir non plus. Mais... Ismaël Koné, oui, on a envie de le voir. Tu pensais à qui, Carboni ? Non, Kondogbia. Mais non, non, il fait un bon début de saison, mais il y a Adrien Rabiot. Je pense qu'on aura notre paire habituel titulaire au milieu et qu'on verra rentrer Ismaël Koné à la place pour moi de Kondogbia dans le double pivot, même si tu n'aimes pas ça. Et on reverra Harit, Ouais, on verra du coup quel 11 alignera Roberto De Zerbi contre Lyon ce dimanche. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne encore une fois. Et puis on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Normalement, il y aura un avant-match qui ne sera pas en plateau de OM Lyon avec deux invités. Malheureusement, ils ne seront pas nos chroniqueurs d'habitude. Et du coup, on se dit à la prochaine. Et encore une fois, allez l'OM.